Bonjour Alexander Makogonov. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Vous relayez la parole officielle du président Poutine et du Kremlin avec une grande fidélité, souvent soulignée depuis le 24 février. Précisément, Vladimir Poutine qui a pris la parole pendant 1h45. On va y venir. Mais la première question, je voudrais qu'elle nous ramène au terrain, Monsieur Makogonov. Parce que pendant que le président russe prononçait un discours très long, l'artillerie russe tuait plusieurs civils à Kherson. Bombardement sur un marché, un hôpital, 5 morts au moins. Pourquoi menacer, pourquoi tuer ces civils? Est-ce qu'ils menaçaient Moscou hier? Tout d'abord, l'armée russe ne tue pas des civils. Si vous voyez ces images sont très souvent truquées et montées d'une telle manière pour montrer que les soldats russes tuent les civils, détruisent l'infrastructure civile, mais en fait, ça pourrait être les défenseurs, entre guillemets, ukrainiens qui auraient pu organiser cette provocation. Il faut le prouver. Il faut d'abord enquêter sur les faits. Ça peut arriver, mais en aucun cas, ces frappes, là, ne sont pas d'origine russe. Ça peut arriver depuis le 24 février. Mais quel est le sens en un militaire de bombarder, par exemple, le marché au centre-ville de Kherson? Quel est le sens nos journalistes tactique vont sur le terrain depuis le 24 février et très régulièrement constatent les dégâts provoqués par les bombardements russes sur les civils. Est-ce que vous savez combien de civils sont morts ukrainiens depuis le début de la guerre? Je ne peux que me baser sur les statistiques officielles des Nations Unies. C'est entre 6 000 et 7 000. 7 000 civils ont été tués en Ukraine par les Russes. Non, ce n'était pas par les Russes. La plupart de ces civils a été tués certainement par les forces armées ukrainiennes qui n'épargnent pas les vies des civils, qui se cachent derrière leur dos et qui ne sont pas du tout intéressés à leur vie parce que leur seul objectif, c'est de se défendre, de sauver leur propre vie. Les civils, ça compte pas du tout. Les civils, pour eux, c'est comme des cartouches. S'ils se cachent derrière leur dos, si vous avez vu ces images, lorsqu'ils déploient leur armement lourd sur les terrains de jeu des enfants et dans les quartiers résidentiels, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la protection des civils? C'est les civils qui sont les premiers à souffrir de tout ça, et pas à cause des militaires russes. La dernière fois qu'on vous avait reçu, ici dans le studio du Temps de l'Info, je vous avais posé déjà cette question. Et on va revenir à Poutine, mais vous croyez vraiment ce que vous dites? Mais bien sûr, j'y crois. Je crois à notre vérité. Vous pensez que les 7000 civils qui sont morts depuis le 24 février en Ukraine ont été tués par les Ukrainiens? Depuis le début du conflit, il y a 4500 personnes qui ont été tuées dans le Donbass, dont 150 enfants. Il y avait des centaines d'enfants qui ont été blessés ou mutilés. Là, ces statistiques, ça compte pas pour vous. Ça n'existe pas, bien sûr, parce que ça, c'est pas les bons Ukrainiens, c'est pas les êtres humains. Pour vous, c'est les Ukrainiens, les bons qui comptent. Mais en fait, il faut toujours savoir vraiment que lorsqu'il s'agit d'un conflit militaire, il s'agit de vraiment pas d'un seul côté, mais de deux côtés. Donc là, il faut voir, surtout du côté ukrainien, ce qu'ils font, ces soi-disant défenseurs, ces soi-disant militaires ukrainiens qui tiennent très souvent leur propre population en otage, surtout dans les villes qu'ils sont supposés à défendre, mais en fait, ils se cachent derrière les dos de ces civils. Alors, Monsieur Makogonov, Vladimir Poutine, est-ce qu'il va bientôt aller sur le front? Tiens, c'est une question. Mais en tout cas, officiellement, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant. Ça peut, mais pour l'instant, il n'a pas prévu. C'est pas à l'ordre du jour. Non. Je voudrais rester un petit peu sur le terrain avant d'en venir au discours d'hier, à Bakhmout. Vous avez sans doute entendu, comme nous, la diatribe de Prigojine, le chef des Wagner, qui accuse l'armée russe de ne pas lui livrer d'armes et qui accuse même le Kremlin de vouloir le détruire. Quel crédit donnez-vous à ces déclarations de Prigojine? Comment vous les interprétez? Je ne peux y donner aucun crédit, car il faut vérifier d'où ça vient, si c'était M. Prigojine, et si ces phrases ont eu... Sur Telegram, vous me parlez d'une personne privée, je ne sais pas du tout quelles sont ses pensées, ses idées et ses émotions, donc je ne peux pas le commenter. C'est une personne privée, ça n'est pas un soutien important pour la guerre que mène la Russie du côté de Bakhmout? Il joue son rôle, il fait partie des forces qui se battent justement pour la libération de nos terres. Il est là, il est sur place, mais en ce qui concerne ces détails, moi, je ne peux pas le commenter, je ne suis pas du tout au courant, je ne suis pas au courant militaire, de ces je ne suis pas sur le terrain. Est-ce qu'il joue un rôle important? Il joue son rôle, parce mais vous que là, il dirige les unités qui
qui s'occupent justement de la libération des villes, l'une après l'autre. Mais vous diriez qu'il joue plutôt un exemple. rôle important? Parce que souvent, lui dit qu'il joue un rôle Je décisif. ne peux Vous attribuer ne savez pas. aucun rôle à cette personne parce que là, je ne fais pas partie du commandement militaire. Vous n'avez pas d'informations? Non, il est sur le terrain, c'est le maximum que je peux dire. Est-ce que vous avez des informations sur les pertes russes à Bakhmout? Sur les pertes russes à Bakhmout, non, parce que personne ne les a. Et les pertes ukrainiennes, pareil, personne ne donne ce genre d'informations, surtout lorsque les combats continuent. Donc, les Ukrainiens disent qu'elles sont beaucoup plus importantes côté russe que de leur côté. Et les Ukrainiens, bien sûr, ils ont l'habitude de gonfler tous les chiffres et de les inverser en sa faveur, mais en fait, nous savons tous que si c'était les pertes du côté russe, donc là, les forces russes ne seraient pas à l'initiative. Donc la ville est presque encerclée. Donc vous pouvez imaginer que le régime de Kiev jette dans ce bourbier de nouveaux mobilisés, encore et encore, sans compter les pertes. Donc là, ça se compte peut-être par centaines par jour. On n'en sait rien. Les combats continuent. Donc là, ce n'est pas encore le moment des statistiques. C'est une semaine importante, puisqu'on avait arrivé au 24 février 2023. Et hier, Vladimir Poutine a prononcé un discours annuel de 1h45. Et quelques heures plus tard, le président Biden, lui, était à Varsovie. Regardez-le, le président Biden, il a prononcé un discours lui aussi, moins long, vibrant. Et le président Biden était entouré, alors je ne sais pas si on va le voir, de petits-enfants. C'était en extérieur. Et on a été saisi par... D'abord, qu'est-ce qu'elle vous inspire, les images de Biden, le président, 80 ans, qui vient à Varsovie, soutenir l'Ukraine, saluer le courage des Ukrainiens, saluer le courage de Zelensky et dire, dans le fond, on sera toujours à vos côtés, et le voilà avec des enfants. Il y a une grande différence entre deux discours, entre celui du président Poutine et celui du président Biden. Le président Poutine, il s'adresse à son peuple, à sa nation. Et pourquoi il le fait? Parce que nous nous battons pour notre maison, pour notre terre, pour nos vies, pour nos gens, pour nos concitoyens, pour nous. Biden, il vient sur des territoires d'autres pays et les incite à continuer la guerre contre la Russie. Donc le seul objectif pour les représentants américains, les représentants de ce niveau-là, c'est d'inciter d'autres pays, disons les partenaires, de faire tout pour que les États-Unis continuent à maintenir son hégémonie mondiale. C'est ça la différence. Vous dites, on se bat pour nos maisons, oui, nos terres. Nos terres. Ce sont les Ukrainiens qui, ayant été envahis le 24 février par la Russie, se battent pour leurs terres, pour leurs maisons, pour leurs familles. Justement, comme a dit le président Poutine pendant son discours, cette guerre a été provoquée, a été incitée et fomentée de l'extérieur par les élites occidentales d'un côté et les États-Unis à la tête, le régime de Kiev de l'autre, et la Russie est intervenue justement pour mettre fin à cette guerre. Parce que vous voulez dire que la Russie fait la guerre pour arrêter la guerre? Exactement. La Russie ne commence jamais les guerres, mais la Russie les termine. D'accord. Donc le 24 février, c'est l'invasion d'un pays souverain, l'Ukraine, par la Russie. Ce n'est pas l'invasion, c'est la défense légitime, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui donne justement le droit à la défense, à l'autodéfense ou à la défense collective. Donc là, la Russie était obligée d'intervenir pour défendre le peuple du Donbass, qui était exterminé pendant 8 ans, entre 2014 et 2022. 14 000 morts dans cette région, personne ne les compte, tout le monde les a oubliés. Tandis que ça, c'est le chiffre officiel. 14 000 morts. Personne n'en parle. On a bien, effectivement, pendant 1h45, hier, en grande partie, Vladimir Poutine a justifié cette guerre. Vous dites une guerre, d'ailleurs? Oui. En ce qui concerne... C'est une guerre que vous menez? Tout ce que fait l'armée russe, là, en ce moment, nous restons toujours dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Nous ne pouvons pas faire la guerre contre le peuple ukrainien, qui est notre peuple frère. Mais dans le sens plus large, si vous voulez parler de la guerre, tout ce que l'Occident collectif, les pays de l'OTAN, les États-Unis, leurs alliés, nous ont déclaré, sans le déclarer en fait, ça c'est la guerre hybride, dans toutes ses formes, possibles et impossibles, politiques, diplomatiques, économiques, culturelles, surtout médiatiques, bien sûr. Là, c'est la guerre. Donc là, ça, ce serait un terme plutôt juste, dans ce cas-là. Donc, le 24 février, vous envahissez l'Ukraine, encore une fois un pays souverain. Ça, c'est une opération spéciale. Et c'est l'Occident, comme on dit, l'Occident collectif, avec Biden en tête, qui fait la guerre à la Russie.
Non, mais C'est ça c'est le... pas déclaré, c'est pas officiel, mais tout ce qui se passe en C'est ce ce que moment, vous dites. quel autre terme nous pouvons employer, quel autre terme nous pouvons trouver pour caractériser la situation actuelle? Les livraisons massives d'armes qui continuent et qui augmentent avec les armes de plus en plus sophistiquées, les renseignements, tout type d'assistance à l'Ukraine pour que l'Ukraine continue le combat contre la Russie, c'est très confortable pour les États-Unis d'utiliser l'Ukraine comme ça, entre guillemets, la compagnie militaire privée en fait, qui se bat contre la Russie. Les États-Unis, donc là, ils se salissent pas les mains dans le sang. Et là, c'est les Ukrainiens qui se battent contre les Russes. Les Slaves tuent les Slaves. C'est un paradoxe historique absolu. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais, a dit Biden hier. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais. La Russie ne s'est jamais fixé un objectif d'infliger une défaite à l'Ukraine, de remporter une victoire. Comme a dit le président Poutine, justement, nous nous battons pour nos terres, pour nos concitoyens. Notre objectif principal, c'est d'assurer leur sécurité et d'assurer la sécurité de notre propre territoire contre les menaces qui provenaient du territoire ukrainien, justement. Avant de passer la parole à mes camarades, encore 2 questions. Vous avez annexé 4 oblasts. Est-ce que c'est pour toujours? Est-ce que pour vous, pour l'éternité, c'est une terre russe? Ou est-ce qu'il y a une marge de négociation? Nous, tout d'abord, nous avons rattaché 4 régions qui sont désormais les nôtres, qui sont revenues dans la famille russe, dans leur maison. Pour toujours? Pour toujours. Donc il n'y a pas de marge de négociation? Pour toujours, car une autre solution, c'est-à-dire de les céder, de les rendre, c'est inconstitutionnel. Parce que dans notre Constitution, toute cession d'un territoire, d'une partie du territoire, c'est interdit. C'est inconstitutionnel. Donc là, c'est désormais Donc la c'est Russie. pour toujours. Donc il n'y a pas de marge de négociation. Les Ukrainiens n'accepteront sans doute pas cette situation. Donc qu'est-ce qui va régler ça? C'est la guerre? Il y a toujours des possibilités pour des négociations, mais il faut être réaliste. Il faut partir des réalités sur le terrain. Les réalités sur le terrain sont telles. Oui. Ces 4 régions sont russes. Et là, maintenant... Non, mais c'est la question que je vous pose. Donc si les Ukrainiens n'acceptent pas cette annexion sur l'ensemble des territoires que vous avez, que vous dites russes, ça veut dire que c'est la guerre qui devra régler cette question. Écoutez, oui ou non? Pour le moment, puisque la solution diplomatique ne se profile pas, puisque les armements continuent à affluer en Ukraine et puisque le régime de Kiev s'est interdit lui-même toute négociation avec la Russie. Donc là, maintenant, logiquement, c'est les solutions militaires qui priment. Et hier, Poutine n'a pas dit non plus, votre président Poutine, pardon, n'a pas dit à vos compatriotes quand s'achèverait cette guerre. Jusqu'à quand cette guerre? Lorsque les objectifs fixés au départ seront atteints. Mais on ne sait pas quels sont les objectifs. En fait, ils étaient annoncés et répétés plusieurs fois, confirmés et réconfirmés. Ils restent toujours les mêmes. Lesquels? L'Ukraine doit être démilitarisée, c'est-à-dire plus de menaces qui proviennent de son territoire, dénazifiée, c'est-à-dire aucune place pour l'idéologie nazie dans la vie politique et sociale de l'Ukraine. L'Ukraine doit rester neutre, donc aucune adhésion à l'OTAN, parce que c'est la ligne rouge, en fait, la ligne rouge très grave. Et donc, le rapprochement à cette ligne rouge a déclenché le conflit actuel aussi. Bien sûr, le statut non nucléaire, puis avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine, bien sûr. Donc là, c'est quand même, il y a un échange. Xavier de Giacomoni, bienvenue. Enfin, on s'est déjà salué tout à l'heure. Vous avez la parole. Alexander Makogonov, vous disiez tout à l'heure à Elisabeth que l'armée russe ne tuait jamais de civils. Je vais vous montrer le bonheur d'une famille ukrainienne avant l'invasion russe. Regardez, Ksenia, le papa, la maman, Maxime, le papa et leur fils Gordy. Alors, au printemps dernier, alors qu'ils tentaient de fuir l'avancée de l'armée de votre pays, ils sont tombés dans une embuscade montée par des soldats russes. C'est près d'une station-service sur une autoroute à l'ouest de Kiev. Regardez ce qui va se passer. Un drone a filmé leur exécution par des soldats de la 5e brigade de la garde blindée de la 36e armée de la Fédération de Russie. Je suis extrêmement précis. Voilà, le papa vient d'être abattu. Il a les bras en l'air. Il s'écroule, tué par des soldats russes. Sa femme a été tuée dans la voiture. Leur fils, heureusement, a survécu. Ça vous inspire quoi, ces images ? Ça peut être un montage aussi. Encore un les montage. Ukrainiens... C'est toujours un montage. Oui, mais parce que la propagande ukrainienne en ce moment
vraiment fonction en plein régime. Donc là, ils font tout type de montage juste pour vous impressionner, pour susciter vos émotions. Alors, on a enquêté, on a un votre grand réaction. reporter qui s'appelle Michel Scott, qui a Ouais. beaucoup fréquenté l'Ukraine, qui était là juste après l'attaque des soldats russes sur ces civils désarmés qui tentaient de fuir la ville, qui a reconstitué toute l'histoire. Ce n'est pas un montage. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous remplacez à la fois Russia Today et Sputnik en matière de désinformation. Ce que vous venez de voir là, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre, comme l'intitule la Convention de Genève de 1949. Alors, ces soldats russes sont parfaitement identifiés. Est-ce qu'ils ont été sanctionnés par l'armée russe? Alors, encore une fois, les soldats russes ne tuent pas les civils, ça c'est la première chose. On vient de vous le démontrer, Ce là. qui se passe ici, si c'est vrai, admettons si c'est vrai, donc là c'est plutôt la façon de C'est faire vrai. des militaires ukrainiens qui Comment tuent. C'est la façon de faire des militaires Ce sont ukrainiens. des militaires russes Pourquoi qui occupaient Non, 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 cet non. endroit à cet Non, non, non. instant-là. C'est facile à vérifier. Non, mais il faut vraiment. On est au début de la guerre, hein. Il faut le prouver d'abord. Donc là, très souvent, lorsque les civils quittent les villes en direction. La voiture X, était oui, identifiée comme ayant des enfants à bord. ils sont tués, ils sont bombardés, ou voilà, les Ukrainiens. Non, là, c'est militaires. pas un bombardement, c'est un Ok. tir avec une arme C'est un automatique tir. d'un soldat russe identifié. Parce que les soldats ukrainiens, ils ne veulent pas que les civils quittent les villes, parce que les civils représentent pour eux un vrai bouclier humain. Donc là, grâce à ces civils, ils peuvent se cacher derrière leur dos et là minimiser les risques d'être tués par les soldats russes. C'est très sophistiqué ce schéma. Vous connaissiez Pour ces vous, images vous croyez trop Vous vraiment aux connaissez images ces que- images Non, bah, je les vois maintenant, mais ça. Elles sont c'est- passées aux 20h de TF1 plusieurs fois. Oui, je les ai vues, mais ça vraiment, ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Du tout. Donc, soit, jamais- soit on dit n'importe quoi, soit vous dites n'importe quoi. Pardon de le dire comme ça. Donc, on dit n'importe quoi. Qui ment ici? Elisabeth, le régime de Kiev, aujourd'hui, c'est un régime qui est tissé de haine et de mensonges. C'est ce régime-là qui apprend aux écoliers à l'école de détester, d'haïr la Russie, les Russes, de se préparer Comme au on combat apprend aux contre les enfants en Russie à monter et démonter des kalachnikovs. Écoutez, Pareil. Oui, mais c'est pas contre quelqu'un. Si on apprend ça Ah bon à des enfants, c'est À pas des contre enfants de quelqu'un. 10 à 11 ans à monter Écoutez. et démonter des kalachnikovs, c'est pour quoi faire? C'est juste pour jouer, c'est parce que vous n'avez pas de Lego? Pendant la dernière décennie, dans les camps spécialisés pour les enfants, les ultranationalistes apprenaient les enfants les pratiques beaucoup plus, comment dirais-je, atroces. Donc là, c'était vraiment le lavage des cerveaux des petits jeunes. C'était vraiment l'entraînement, déjà la préparation à la guerre. Ça, c'est beaucoup plus atroce parce que c'était vraiment basé et alimenté par l'idéologie nazie. Bon, C'est par je vous la passe, haine. Allez, on avance. Butcha, Irpin, Oui. Borodianka. Tous ces Mais on va clichés, aller ouais. voir autre chose. On va aller voir Tous ces clichés. les tirs. Tous ces Butcha, c'est un clichés. cliché. Oui, C'est un c'est un cliché. cliché. Bon, Pour Butcha. Non, pour Non, Butcha. mais attendez, Non, attendez. Butcha, c'est Je vais- votre sujet on va préféré. regarder autre chose. Oui. Vous disiez toujours que l'armée russe ne tuait pas de civils. Mais les missiles russes Oui. qui tuent des civils. Non. Pas l'armée, c'est les missiles. Non. Hein, c'est pas Les tout à fait missiles pareil russes- pour vous. Les missiles On va russes regarder dirigent ici, en vers plein les centre objets de Kiev. d'infrastructure. Nous sommes le 10 octobre. Un jardin d'enfants, des immeubles d'habitation visés. Vous connaissez ces époques. Ces images, vous les connaissez très très bien. Regardez, voilà. Le missile frappe. On va voir le jardin d'enfants derrière. Sur une grande radio à l'époque, vous aviez expliqué que c'était des missiles ukrainiens de la défense antiaérienne Ouais. qui avaient causé ces dégâts. Vous maintenez Déployés cette dans les version? quartiers résidentiels. Ouais. Vous la maintenez? Exactement. C'est la preuve éclatante, vraiment flagrante. Vous avez vu l'impact? Ça, c'est un missile antiaérien? Vous pensez? Non, mais Ouais. c'est les traces. Vous savez qu'une enquête a été menée, que Oui. les débris du missile Oui. ont été retrouvés. Oui, mais bien sûr. Vous savez ce qu'a conclu l'enquête? Oui, Missile KH-101, Oui. missile de fabrication soviétique, ça pèse 2 tonnes 4, monsieur le Très bien. porte-parole. Ce n'est pas un missile ukrainien. félicitations. Mais Vous lorsque- avez menti non, une non, non, nouvelle non, fois. Non, non, non. Permettez-moi de dire. C'est un quand missile même. tiré par un Tupolev. Non, Les lorsqu'un Ukrainiens missile- n'ont pas les moyens non, aujourd'hui de faire lorsqu'un voler des missile de Tupolev. défense antiaérienne Ah, c'est bon. ukrainien abat un missile russe qui frappe justement l'objet où il va, là. Donc bien sûr, ça Les tombe débris sont et les débris d'un restent. missile KH-101. Mais les débris restent, bien sûr, les débris restent. Mais vous savez, il y a Allez, des on enquêtes, avance. il y en a 60 000 en Ukraine. Écoutez, mais à Boucha aussi, il y a des enquêtes. Où sont les résultats? Où sont Du les temps, résultats? c'est un pays en guerre. Où sont les résultats? pays Il n'y a dans pas de lequel guerre à la Boucha. Russie mène une Où guerre. sont les résultats? Il y a tout un groupe de gendarmes français, de la gendarmerie nationale, il y a 16 personnes, je crois, qui sont sur place déjà depuis ces événements à Boucha, depuis avril dernier. Où sont les résultats Vous des êtes impatient de les enquêtes? connaître, Alors, les résultats. tout d'abord, passer la les noms parole de après. ces gens-là, de ces pauvres gens tués, oui, 200 personnes à peu près. Alors, la date de leur décès et surtout Boucha la raison de leur décès. Oui, Je à viendrai. Boucha. Région de Kiev, Où on est à sont plus de les 1300. résultats? Hein. Où Vous sont les verrez résultats de sur l'enquête? LCI et TF1. Alors, Lorsque Paul vous aurez les Larousseau. résultats de l'enquête, on en parle.
On vous réinvitera avec On vous réinvitera pour vous confronter à vos propres mensonges. Merci Xavier, merci beaucoup Xavier. Très efficace. Paul. On aimerait vous montrer une séquence avec le président de la République qui fait 6 affirmations. Je vous inviterai à réagir à ces 6 affirmations. D'abord, on va la regarder ensemble. C'est donc le président, vous l'avez vu hier sur LCI, il visitait le marché de Rungis. Et après 4 heures de déambulation, nous sommes au pavillon des fromages et un homme interpelle Emmanuel Macron. On voulait les isoler. Aujourd'hui, ils n'ont perdu que 2%, alors qu'on nous avait promis qu'ils allaient perdre au moins 15% de leur pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont plus que jamais... Et vous avez confiance dans les instituts de statistiques russes? Non, mais... Non, moi non plus. Donc ceux qui disent moins 2%, moi je beaucoup plus. Vous allez bien? Des centaines de milliers de jeunes qui sont partis pour ne pas être mobilisés. Ils ont le truc ils ont perdu plein d'opportunités. Ils font du fric avec le gaz qu'ils vendent à d'autres. Mais le reste de l'économie, quand même, souffre beaucoup. Donc je ne crois pas du tout à ces chiffres. Ça, c'est de la propagande. C'est un pays qui n'est plus un pays démocratique libre avec un institut indépendant. Alors, monsieur le porte-parole du Kremlin, on va prendre ces 6 affirmations dans l'ordre. Quand le président de la République dit « Vous avez confiance dans les instituts statistiques russes », moi non plus. C'est eux qui disent 2%. Moi, je dis beaucoup plus. Quel est, selon vous, l'impact réel des sanctions sur votre économie ? Bon, tout d'abord, en ce qui concerne les statistiques, c'est sur antenne de votre chaîne que j'ai vu les statistiques du FMI, qui sont, je crois, des statistiques du béton, qui disent que la croissance russe cette année, c'est 0,3%, pour l'année prochaine, c'est 2,3%. Ça démentit déjà tout type de spéculation sur l'effondrement de l'économie russe, la chute, etc. Bon. Les chiffres de l'agence russe des statistiques Rosstat publiés lundi, le PIB s'est contracté de 2,1% en 2022. Oui. Et là, par rapport à des chiffres qu'on nous prédisait il y a un an, la chute de 20%, 25%, l'économie sera vraiment sur les genoux, effondrée, anéantie, etc. Mais vous voyez, 2%, c'est rien. L'inflation, qui est aujourd'hui en Russie autour de 12%, inflation assez bridée, l'inflation qui correspond à l'indice, à la même indice des pays européens, de beaucoup de pays européens, y compris de la Grande-Bretagne, qui a l'inflation en 2 chiffres, c'est autour de 11%, 11-12%. Donc là, c'est plutôt ça va. Les sanctions sont inefficaces ? Non, tout d'abord, les sanctions sont illégitimes, irrationnelles, inefficaces. Ça crée des problèmes, on doit l'avouer, ça crée des problèmes. Mais ça nous crée aussi des opportunités de rendre notre pays et notre économie plus indépendants, plus autonomes, indépendants justement des... Alors justement, le président dit les Russes ont perdu plein d'opportunités. À quoi fait-il référence d'après vous ? Plein d'opportunités dans... Ce qu'a dit le chef de l'État hier. Non, mais écoutez... Opportunités économiques. Économiques, manifestement, tout à fait. Pas mais bien sûr, avant on était très liés avec l'Europe, avec le monde occidental. C'était vraiment... On construisait ensemble le monde globalisé et sans frontières. Là, maintenant, on est obligé de nous adapter à la nouvelle donne. Mais puisque la Russie, c'est un grand pays avec beaucoup de partenaires dans toutes les régions du monde, nous développons non seulement notre économie, notre secteur financier, mais nous développons aussi de nouveaux partenariats étrangers, de nouveaux débouchés. Donc là, on s'adapte. Écoutez, Vladimir Poutine, hier, pendant son discours, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En principe, oui. Ce n'est pas un discours pessimiste, c'est un discours justement tourné vers le futur. Et vu les tendances, il y a des futurs qui sont assez rassurants, qui se présentent. Quand le président de la République dit les Russes ont des centaines de milliers de jeunes qui sont partis pour ne pas être mobilisés, quel est, selon vos sources, le chiffre exact de Russes qui ont fui votre pays suite à la guerre ? Mais c'est impossible de les compter parce que les gens... En septembre 22, le média Novaya Gazeta a assuré que selon un rapport du FSB, donc de vos services de sécurité, 261 000 hommes auraient quitté la Russie au moment de l'annonce de la mobilisation des réservistes. Oui, bien sûr, guidés par des émotions. La première réaction était peut-être la peur. Les gens, ils partaient par tous les moyens, par avion, combien en tout ? Par les moyens terrestres, etc. Il y avait des milliers. Mais vous savez qu'il y a des milliers qui sont revenus depuis. Il y en a des, ça circule. Combien ? C'est pas des gens qui sont partis définitivement. Je ne peux pas vous donner les chiffres. Vous n'avez aucun chiffre ? J'en ai pas. À nous communiquer. Le chiffre de 261 000 vous paraît plausible ? Non, mais ça circule, ça va et vient. Hein. Ils sont revenus selon vous ? Nos frontières sont ouvertes. On ne bloque pas les frontières comme les Ukrainiens. Donc là, c'est. Et vous ne niez pas en tout cas qu'il y a une fuite massive de Russes ? Non, mais il y avait quand même. Je vous dis, il y avait des gens qui partaient. Donc il y en avait peut-être des milliers, mais il y a des milliers aussi qui sont revenus depuis. C'était la première réaction, c'était la peur. Mais là, après... Et ils sont revenus à peu près dans des proportions comparables, vous diriez. Est-ce qu'il y a une nouvelle vague de mobilisation ? Non, pas du tout. Par contre, en Ukraine, il y a déjà une
la 8e vague de mobilisation, lorsque les gens sont rattrapés, les hommes sont Il n'y a rattrapés pas de dans les nouvelle rues. vague de mobilisation. Non, Ou non, alors mais- vous dites qu'il y a une mobilisation Non, nous avons continue. mobilisé 300 personnes, ça 300 000. suffira pour 300 000 personnes, oui, ça suffira pour assurer la sécurité de nos nouvelles régions et de la ligne du front. 300 000 personnes, ça suffit. Votre statut, vous d'ailleurs, par parenthèse, vous exonère de tout risque de mobilisation. Mais moi, je suis déjà mobilisé. Je suis devant vous, je suis mobilisé. C'est Je suis sur mon front, votre je guerre à suis- vous. Ouais, C'est ouais, votre c'est guerre ma à vous, guerre, on a bien ouais, compris. ouais. Je suis soldat de ce front médiatique. Ouais. Dernière affirmation du président de la République hier, les Russes font du fric, je reprends son expression, les Russes font du fric avec le gaz qu'ils vendent à d'autres. Ça c'est vrai. Mais si on parle d'un commerce international du gaz, on ne le vend pas pour rien. Donc là, on gagne de l'argent, c'est Et vous normal. vous tournez vers l'Asie, Tous vu les les exportateurs sanctions. du gaz ou du pétrole, ils gagnent de l'argent. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Personne n'offre son gaz ou son pétrole. Ce qui est intéressant, c'est que face aux sanctions américaines et européennes, là, vous vous tournez avec Gazprom vers l'Asie et les livraisons de gaz via le gazoduc Force de Sibérie se tournent magnifiquement vers la Chine. Ça, c'est vrai. C'est le vice-premier ministre russe en charge de l'énergie, Oui. Alexander Novak. Et nous en Il sommes disait. fiers. Oui. Nous avons réussi à vraiment construire ce trajet qui fonctionne bien et qui va être encore développé dans les années à venir. Juste pour conclure, quand le président de la République dit l'économie russe souffre beaucoup, vous vous dites c'est faux. Non, l'économie russe fonctionne, s'adapte et se développe. Et encore une phrase d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, il y a quelques jours, qui dit « Toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel me paraissent pires ». Vous êtes d'accord? Bah, écoutez, mais Toutes les options autres que Vladimir Poutine, au pouvoir en Russie, me paraissent pires. Vous êtes d'accord? vous connaissez le président Poutine. C'est un homme très conséquent. Donc, tout ce qu'il dit, il est vraiment très sérieux. La Russie est un pays très responsable pour les décisions, pour les actions, etc. Donc quand vous connaissez quelqu'un, c'est toujours beaucoup plus facile, confortable de travailler avec ce quelqu'un que vous connaissez. Quand vous rêvez de démembrer la Russie, de l'anéantir, de la transformer en myriade de petits États, je n'imagine même pas de quoi vous parlez. Vous voulez quoi? Avoir une vingtaine d'États avec les armes nucléaires chacun, avec les leaders imprévisibles. Donc là, ça va au-delà du bon sens. Donc, ça, c'est donc Poutine. Évidemment, c'est votre président et vous êtes d'accord avec cette phrase. Est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, le fait que la guerre dure, puisqu'elle dure, ça fait 1 an, qui l'aurait cru, c'est déjà une victoire pour vous? Pour nous, la victoire, c'est lorsque les objectifs fixés au départ de cette opération militaire spéciale seront atteints. Mais là, à titre préliminaire, déjà, si on fait un petit bilan, la victoire, c'est que la Russie tient bon, malgré tout, malgré toute cette pression sans précédent. Vous ne pensiez pas la gagner en 72 heures, cette guerre? Non. Ce mythe de ces 72 heures, je ne sais pas d'où ça sort, d'où vous le prenez. Personne ne l'a jamais annoncé. Kiev à 72 heures, en 2 semaines, en 3 semaines. Non. Opération spéciale? Mais c'est l'opération spéciale, mais ça ne prévoit pas Ça doit pas le durer cadre 5 ou du 6 ans, une timing. opération spéciale, ça s'appelle une guerre après. Pour nous, ce n'est pas le temps qui compte, c'est surtout l'efficacité de nos actions. Alors, nous devons atteindre les objectifs fixés et nous allons les atteindre On a bien du mal à diplomatiquement définir, encore ou une fois. au pire militairement. Il vous Quel faut est conquérir l'objectif? tous les oblasts? Pourquoi tous les oblasts? Puisque Pardon. les oblasts que vous occupez actuellement ne sont pas complets. L'oblast de Donetsk, celui de Mais Kherson, il faut surtout celui de libérer. Zaporizhia et Oui. en partie celui de Là maintenant, Louhansk. le front du Donbass, c'est le front le plus dur. Donc la tâche primordiale, c'est de libérer la République populaire de Donetsk. C'est le minimum. Surtout. Mais c'est le minimum, bien sûr, c'est notre terre. On doit la libérer. Donc, On n'a pas une le choix. fois, pour prolonger la question de Xavier, une fois que vous aurez récupéré les parties de ces 4 oblasts qui ont été reprises ou défendues par les Ukrainiens, est-ce que vous diriez que l'objectif est atteint? Non. À nos côtés, nous devons avoir l'Ukraine paisible, stable, Elle l'était avant que vous n'arriviez, neutre, que vous ne pas l'enversiez. utilisée comme une base, comme une tête de pont contre notre pays, pas utilisée comme une source de menace pour notre pays. Un pays voisin, un bon voisin, un bon partenaire. Donc là, Quelle si vous menace? pensez que parmi nos objectifs figurent le renversement du régime, l'occupation de l'Ukraine, c'est non, c'est faux. C'est pas ça l'objectif. Ah non.
Mais c'est quand même pas la même Ukraine que celle de C'est Zelensky que non, vous c'est voulez. pas du Donc, tout. Ça je- doit être pas du tout la même Ukraine. Ça doit c'est être pas, et c'est pas, une et nouvelle c'est pas Ukraine Zelensky au pouvoir. où le peuple pourra vraiment décider son propre destin et pas le régime contrôlé de l'extérieur. Merci Alexander Makogonov. Merci. Vous exercez cette fonction. Comme vous dites, c'est votre guerre. Vous l'avez très bien formulé. C'est votre guerre à vous. Vous diriez une guerre contre les médias? Non, pas contre les médias, mais nous sommes sur le même front. Vous avez votre vérité à vous, nous allons notre vérité à nous. Mais il n'y a qu'une seule réalité. Oui, Il y a peut-être il y a des qu'une seule, vérités, mais il n'y a qui est- qu'une seule qui est la réalité. nôtre, et il va remporter. Et la Il réalité, va remporter malgré tout, parce que ça va sortir tôt ou tard. Donc, La malgré réalité- toute cette machine de propagande qui fonctionne à plein régime. Et qui, la réalité, c'est celle du 24 février 2022. la réalité, quand les c'est- troupes c'est russes au nôtre. ont passé la frontière d'Ukraine. Merci d'avoir été avec nous sur LCI aujourd'hui.